Au 01 45 24 7000, l'application France Inter et les réseaux sociaux. Bonjour Éric Coquerel Bonjour. et merci d'être au micro d'Inter. Nous voulions vous entendre à froid sur les raisons de la colère, la vôtre, celle de Jean-Luc Mélenchon. Beaucoup de questions que veulent vous poser aussi les auditeurs de France Inter. On va y venir. Mais d'abord, ce dossier, ce scénario qui se répète après GMS dans la Creuse, Ascoval dans le Nord, vous l'entendiez dans le journal. L'État est appelé à la rescousse pour sauver encore ce site, un site industriel menacé. Le dossier est entre les mains de la justice. Des centaines d'emplois sont en jeu. Sur qui faut-il compter pour sauver les emplois? Faut-il compter sur un éventuel repreneur ou est-ce que c'est à l'État de prendre sa Non, bien charge? sûr, c'est à l'État. Vous savez, il n'y a pas longtemps, Bruno Le Maire nous expliquait qu'il avait une politique industrielle ambitieuse. Alors, ils ont commencé par laisser définitivement partir Alstom sur General Electric. On voit que les promesses ne sont même pas tenues. Et là, il s'agit de quoi? Il s'agit de construire d'aciers spéciaux, dont on comprend bien même d'un point de vue écologique que c'est stupide de les importer en termes de coût carbone. Donc il est nécessaire que la France continue à fabriquer de l'acier. Et là, on a une entreprise, la société mère, dans laquelle l'État reste actionnaire. Toute la question, elle est-ce que l'État va les aider? Moi, je vais vous dire une chose. Le CICE, cette année, va coûter 40 milliards d'euros à l'État. Le CICE, c'est on donne de l'argent aux entreprises sans contrainte, sans fléchage. Monsieur Bruno Le Maire nous dit: ah, mais vous savez, si on donne beaucoup comme ça aux actionnaires, aux entreprises, le bon sens va faire qu'ils investissent. Bah, on Oui. voit que c'est pas vrai, hein. Le début de l'année l'a montré, le budget le montre, les dividendes ont explosé, l'emploi n'explose pas. Donc je dis une chose: les aides aux entreprises sont possibles, notamment dans les secteurs concurrentiels, notamment qu'on estime stratégiquement que l'État doit intervenir. Et donc, il faut flécher les aides. Arrêter de mettre de l'argent comme ça par la fenêtre qui ne sert à rien, sauf aux dividendes. Voilà ce qu'il faut faire par rapport au dossier qu'on a, qui est aujourd'hui sur la table du ministre de l'économie. Justement, le ministre de l'économie, Éric Coquerel, vient de déclarer: je suis prêt à ce que l'État investisse 1 euro d'argent public dès lors qu'1 euro d'investissement privé aura été trouvé. Est-ce que Non, je vous ne suis pas d'accord. Je suis c'est pas pas d'accord. acceptable? Non, je suis pas d'accord. Encore une fois, l'acier, ça reste stratégique. On va continuer à consommer de l'acier. Donc, on en a besoin. Donc, il ne peut pas faire ce genre de chantage. Bon, moi, je crois que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que l'État doit assumer et puis voir après si des investisseurs privés reviennent. Mais cette entreprise, alors, outre le fait qu'il y a des emplois dans un bassin qui a déjà été très touché par le chômage, c'est déjà insupportable. Mais en plus de ça, je vous le dis, c'est un enjeu stratégique. On a laissé partir, par exemple, toutes les éoliennes marines. On ne fabrique plus une seule éolienne marine alors qu'on veut la transition énergétique. Est-ce qu'on veut continuer comme ça avec tout ce qui est l'industrie française? Non, il faut le sauver. Autre question d'actualité, c'est une première dans l'histoire de l'Union européenne. Hier, la Commission de Bruxelles rejetait le projet de budget du gouvernement italien. La Commission, elle est garante des engagements pris par des gouvernements. Est-ce que les gouvernements peuvent aujourd'hui s'affranchir de ces règles sans problème? Bah, écoutez, on a là devant nous un des problèmes aujourd'hui de l'Union européenne. Parce que vous savez que le Parlement français, mais le Parlement italien, c'est pareil, notre rôle, c'est les lois et le budget. En ce moment, on est en train de voter le budget. Imaginez qu'à un moment donné, le Parlement italien n'est plus souverain sur la question du budget. C'est quelque chose qu'au bout d'un moment, les peuples ne peuvent plus comprendre. C'est-à-dire, on leur impose une politique venue Mais de c'est la l'extérieur. règle, c'est la règle. Mais la règle C'est la venue règle d'où? qu'on a Mais la signée. règle venue d'où? Mais Qui le- a signé ces Le règles? peuple italien, les les, gouvernements signé ces italiens. règles? les États membres. Mais je vous rappelle par exemple que les règles qu'on veut nous imposer en France, d'accord, sur la fameuse règle d'or, hein, c'est la même chose. Les Sauf que là, 3%. en plus, alors là, c'est le comble. Parce que les Italiens sont très en deçà aujourd'hui des 3% de déficit. Ils sont à 2,4. C'est On ce leur que- c'est- reproche. Pardon, c'est pas ce que dit Pierre Moscovici qui était à votre Si, place bah, écoutez, moi, il y a 2 jours. Non, il dit que les 2,4%, n'est pas le vrai déficit et que le déficit Alors, structurel oui, bon, est d'accord. bien supérieur Écoutez, quand on calcule avec la dette. D'accord. Il est de 2,4% vis-à-vis du PIB. Ce qui est reproché, c'est qu'éventuellement, ils ne tiennent pas les promesses de descendre à 0,8. Alors, on ne sait pas pourquoi tout d'un coup l'Italie doit descendre à 0,8. Est-ce que, par exemple, bon, vous savez, je ne chéris pas le gouvernement italien sur bien des aspects, mais est-ce que, par exemple, il y aurait un plan économique? Nous, on en présente un avec le budget. On estime, par exemple, qu'on va relancer l'activité et qu'au bout de 5 ans, en réalité, ça va se lisser. On reviendra en dessous de 3% C'est le de déficit. contre-budget que Voilà. propose la On France l'a insoumise. présenté. Qui a le droit de condamner par essence une politique économique qui a été validée par le peuple? Et tant qu'on aura une Union européenne qui est en réalité une espèce de camisole de force, l'organisation d'un dumping géant entre les peuples, sans harmonisation sociale et fiscale, on n'y arrivera pas. C'est Et une vous vraie savez, mon question de fond. inquiétude. C'est une vraie question de fond, Éric Coquerel. Mais imaginez que l'Italie fasse exploser la zone euro, Ouais, alors mais c'est vous savez les très bien que Français, notamment les Français, qui Bien en sûr. subiraient les Mais vous savez conséquences. très bien que là, par exemple, pour le cas de l'Italie, c'est pas vrai. Parce qu'on parle de la dette italienne, 131%. Sauf que la dette italienne, à hauteur, il n'y a que 32%
de la dette qui est détenue par des étrangers. Elle est interne. Vous venez de l'entendre dans la chronique d'Anthony Bélanger. C'est pas vrai. Arrêtons de dire que l'Italie est en danger, comme si tout d'un coup il y avait un risque de déficit. Ça, c'est des choses pour faire peur aux gens. C'est des choses pour nous contraindre à toujours baisser les dépenses publiques, à toujours faire des réformes structurelles qui cassent les lois sociales, etc. Donc derrière la question de la dette, derrière la question du déficit, c'est une politique libérale, celle que Macron applique dans ce pays. Justement, vous faites la transition parce que la campagne des européennes se profile. Pourquoi vouloir en faire un référendum anti-Macron ? Parce que la politique de Macron, c'est exactement la même en France que celle qu'il impose, on va dire, à l'Europe avec Mme Merkel depuis des années. Voilà, c'est la même politique, celle qui impose des budgets d'austérité, celle qui estime qu'il faut laisser beaucoup d'argent aux dividendes, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ce qui fait qu'on a quelque chose d'incroyable l'année dernière. Vous avez la consommation des ménages en France qui baisse, le pouvoir d'achat qui baisse, sauf pour les 1% de Français les plus riches, où là, ça explose. C'est cette politique qu'on nous demande d'appliquer. On nous demande, c'est aussi des demandes de Bruxelles, des réformes structurelles, par exemple sur la SNCF, l'obligation d'ouverture à la concurrence. Bon, est-ce que par exemple, vous avez eu un seul grand parti en France depuis quelques années qui a fait des campagnes électorales là-dessus ? Moi, je n'ai pas entendu. En général, une fois qu'ils sont élus, tout d'un coup, on apprend que la SNCF, l'énergie, tout ça va être bradé à l'encan, ouvert à la concurrence, privatisé. Quelle sera la position de la France insoumise lors de ces européennes? Qu'est-ce que vous allez dire aux gens? Vous allez dire aux gens, si vous votez pour nous, on va faire comme ont fait les Italiens, c'est-à-dire qu'on va faire on va assumer de sortir des règles? Alors, déjà, une première chose, c'est que les Européennes ne permettront pas de faire comme les Italiens. Non, je souhaite que nous remportions les élections présidentielles. J'entends bien. Mais est-ce que vous allez assumer de sortir... européennes. Pardonnez-moi, est-ce que vous allez assumer dans votre discours là pour les européennes de sortir des règles? Pourquoi pas? De désobéir aux règles? Oui. On ne pourra pas le faire avec le Parlement européen, vous le savez. Oui. Bon, mais dans votre discours... Si demain nous gouvernons le pays, bien évidemment, nous désobéirons aux règles pour appliquer notre programme. Et je vais vous dire une chose, ça n'aura pas de conséquences. Ça aura juste la conséquence de nous permettre à la France de négocier sur un rapport de force, parce que la France, deuxième puissance économique en Europe, on ne fait pas l'Union européenne sans elle. Autrement dit, c'est notre plan A, nous estimons que si demain nous gouvernons le pays, nous avons un ensemble de mesures. Oui, certaines d'entre elles nous entraîneront vers la désobéissance, par exemple au niveau du déficit budgétaire, mais ça donnera des forces pour négocier ce que n'ont fait aucun des présidents français depuis quelques années, même s'ils avaient dit le faire vis-à-vis de Mme Merkel, et d'imposer un autre rapport de force. Et vous savez une chose, je suis sûr d'une chose, c'est qu'après ce qui se passe en Italie aujourd'hui, après ce qui se passe dans beaucoup de pays méditerranéens, vous verrez que nous ne serons pas les seuls, nous Français, à demander qu'on cesse avec une politique d'austérité et un libre-échage généralisé. Le plan B. Si jamais les négociations échouent, je vais vous dire ce qu'est le plan B. Est-ce que vous assumez d'aller au bout du plan B? Le plan B, d'abord, il varie selon les pays. Le plan B, c'est moi qui en ai un jour défini les règles. C'était en août 2015, après la crise grecque. Il est évident que pour certains pays, par exemple la Grèce, très certainement, le plan B aurait été traduit par une sortie de la zone euro. Mais franchement, vu ce qui se passe aujourd'hui en Grèce, un pays qui a quasiment été ramené au niveau d'un pays en voie de développement, ça aurait été utile. Pour nous, c'est pas ce qui se passera. C'est pas ce qui se passera parce que, je viens de le dire encore, il n'y aura pas de construction européenne sans la France ou l'Allemagne. C'est les deux acteurs. Non, ça ne sera pas une sortie comme ça sera une réorganisation de notre coopération européenne avec les pays qui nous suivront. Mais moi, j'ai confiance dans le fait que le plan A peut fonctionner. Parce que tout le monde en Europe aujourd'hui a intérêt à sortir de cette spirale infernale qui nous emmène vers des gouvernements d'extrême droite, vers des catastrophes économiques et vers un espèce de libre-échange qui nous ramène tous vers le bas. Nous voulions revenir avec vous, Éric Coquerel, revenir à froid sur la séquence politique à commencer avec les perquisitions au domicile de Jean-Luc Mélenchon, perquisitions au siège du parti de gauche et de la France Insoumise. On a entendu la colère, on a vu des images, on a entendu des mots qui ont marqué tous les Français. Hier, Sophia Chikirou, qui est mise en cause dans des systèmes de surfacturation dans la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Sophia Chikirou était sur BFM TV, elle s'est défendue, elle a présenté ses arguments. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu commencer par là, tout simplement? Ça, c'est extraordinaire. Mais commencer par là, par quoi? C'est-à-dire s'expliquer, répondre, au lieu de manifester d'abord la colère, au lieu de mettre en cause des institutions, la police, la justice, au lieu de dénoncer une opération menée par l'Élysée? Alors, vous l'avez dit hier, non, elle ne s'est pas défendue, elle a été très offensive et elle a montré une chose, fait à l'appui, c'est qu'il n'y avait ni surfacturation, ni
a fortiori, parce que ça, c'est même pas la justice qui le soupçonne, ni d'enrichissement personnel. Ça, c'est des médias qui ont ajouté ça dans le paysage. Et je pense qu'elle a donné les faits. Mais vous savez, quand on n'a rien à se reprocher, quand on part d'une enquête, je cite la procureure de Paris qui estime que, en réalité, on n'est pas passé sur une enquête judiciaire car nous n'en sommes pas aux incidents graves et concordants. Je la cite, d'accord ? C'est-à-dire à quelque chose qui est de l'herbe de vérification. Pourquoi voudriez-vous que nous allions expliquer pourquoi nous ne sommes pas coupables ? Qu'est-ce que c'est que Autre manière de règles vous de poser la la justice. question, est-ce que Jean-Luc Mélenchon n'est pas allé trop loin ? Pourquoi ne pas avoir laissé tout simplement, comme le disait Léa, la justice mener son enquête, Mais parce que les policiers faire leur travail? Parce que ce qui a été fait était inédit. Moi, je suis très étonné, je vais vous dire une chose, je suis très étonné que vous, journalistes, il n'y ait pas quelque chose qui vous ait frappé dans l'événement qui a touché un des principaux partis de l'opposition la semaine dernière. D'accord ? On a, sur la foi de ce que je viens de dire, c'est-à-dire 2 signalements. Un signalement d'une députée Front National sur un emploi, sur des emplois européens, même pas du Parlement européen, sur une enquête qui commence sur des vérifications de comptes qui ont été validés. On se retrouve avec 17 perquisitions pendant des heures, avec des policiers gilets pare-balles, qui arrivent dans les sièges, qui aspirent tous les dossiers. Entendez bien, que vos auditeurs écoutent bien, tous nos dossiers ont été aspirés, tous nos fichiers, tous nos mails d'échange, toutes les données privées. Et ça, c'est une perquisition. C'est une perquisition. Non, mais attendez, c'est une Un perquisition. citoyen lambda n'aurait pas pu faire Alors, le quart expliquez-moi. de ce que vous avez fait sans se retrouver directement Expliquez-moi, arrêté. c'est une perquisition. Oui, mais justement, nous sommes. Quand vous perquisitionnez un journaliste, vous savez que les journalistes, vous avez droit à pas mal de protection. Parce qu'on considère, même si la loi fake news contre laquelle on s'est opposé, brèche malheureusement ses libertés, on considère qu'il est normal, au niveau des libertés publiques, de faire en sorte qu'un journaliste ait des protections. Un parti politique peut donc, sur la foi de vérification, de comptes validés, se retrouver avec 17 perquisitions. Tout le monde, tous les gens un peu sensés, Monsieur Jacob, Monsieur Lagarde, des journalistes ont dit leur étonnement sur cette situation inédite. Et moi, je suis très étonné que ça ne soit pas là-dessus que vous vous interrogiez. Est-ce qu'on peut revenir sur certains mots qui ont été prononcés la semaine dernière par Jean-Luc Mélenchon ou des membres de la France Insoumise, et est-ce que vous pouvez nous dire si vous les maintenez toujours? Quand Jean-Luc Mélenchon appelle les militants à pourrir tous les journalistes de France Info, pourrissez-les partout où vous pouvez. Est-ce que vous assumez ces propos? Est-ce qu'ils sont excessifs? Je vais vous dire une chose. Je pense que la déception, est-ce que ça traduit, est à la hauteur de ce que nous avons subi. Encore une fois, moi, j'attendais pas, notamment, je vous l'ai dit, j'écoute France Inter tous les matins, d'accord ? J'attendais pas de la part de France Info ou, par exemple, de la part de Mediapart, le fait qu'après un tel, une action aussi dure, des militants qui ont été perquisitionnés pendant des heures. Moi, j'ai une permanente de mon parti, elle s'est retrouvée avec quatre policiers, pistolet à la ceinture, gilet pare-balles, pendant des heures, avec ses 3 enfants derrière. Encore une fois, vous pouvez regarder, vous pouvez me dire « Ah, mais c'est normal », c'est quelque chose d'inédit. Jamais un parti n'a été frappé avec aussi peu au départ de vérification. Est-ce que vous redites moi, ce matin, je vous le dis, j'aurais attendu une chose, ce que j'aurais voulu, c'est que les médias s'interrogent d'abord de savoir qui avait donné cet ordre, qui avait permis que 100 policiers qui soient détournés, par exemple, parce que c'est les mêmes, des enquêtes sur l'évasion fiscale. Pas à ma question. Mais si, je vous réponds. Est-ce que vous redites ce matin, pourrissez les journalistes de France Info? Vous attendez quoi? Que je contredise Jean-Luc, ça vous y arriverez pas. De toute façon, mais si, je vous le dis. Si c'est ce que vous cherchez, je ne le ferai pas. Est-ce que c'est excessif ou oui? Je vous dis non, ce n'est pas excessif. C'est à la hauteur de la démesure de ce qui s'est passé et du fait que oui, nous aurions attendu de certains médias, au lieu d'aller chercher, au lieu d'aller faire des papiers après, les mêmes médias, je parle de Ils ont fait leur boulot en l'occurrence. Oui. Mais enfin, moi je suis étonné. Monsieur au niveau de Mediapart, Monsieur Plenel par exemple, quand il a eu sa réévaluation de la TVA, et je pense qu'il avait raison en plus, il a dit que c'était une vengeance fiscale, d'accord ? Là, on se retrouve devant un dossier, vous avez fait le vendredi matin un papier avec différents éléments. Je pense que hier, Sophia Chikirou a largement répondu là-dessus, c'est-à-dire sur le fait qu'il n'y avait pas de surfacturation de la part d'une société de communication qui a tellement bien fait son travail que vous avez tous célébré la campagne qui a eu lieu. Je ne vais pas reciter, ça a été fait ici, notamment par Alexis Corbière. Vous savez justement que les journalistes de la cellule d'investigation de Radio France ont dit que c'était une campagne économe. Ça soit celle-là. C'est devenu banal dans ce pays. Est-ce que c'est devenu banal dans ce pays qu'on ait, à un moment donné, un tel déchaînement à partir d'une enquête où, je vous le rappelle, la différence avec une information judiciaire, c'est que c'est un procureur. Un vice-bâtonnier de Paris, je ne me souviens plus de son nom, M. Adair, dans le Nouvel Obs,
explique qu'il y a un vrai problème en France depuis 20 ans avec l'inversion de pouvoir entre le procureur et justement un magistrat instructeur. Enfin, bon, Du siège. voilà, pardon. Pourquoi? Parce que le procureur est nommé par le ministre. C'est un lien ombilical, j'allais dire, Oui, avec c'est vrai. le pouvoir. C'est vrai. Et là, Mais- donc, attendez, je continue. On est sur une enquête préliminaire avec très peu de faits au départ, enfin même pas des faits, mais très peu de soupçons, très peu de vérifications. Mais vous Et on pouvez se laisser la retrouve avec justice un faire son déchaînement. boulot. Alors, je vais vous Pourquoi dire, pointer oui, du doigt, cibler des journalistes en disant pour y sceller parce partout? que nous avons été fortement énervés, et je voudrais bien qu'on vienne maintenant au fond, c'est-à-dire peut-être qu'on pourrait venir Bien sûr. à savoir comment un parti peut se retrouver dans cette situation avec aussi peu de choses au départ, comment il peut se retrouver dans un contexte international où malheureusement, et ces termes, je l'ai utilisé, c'est ceux justement du vice-bâtonnier, il y a une politisation aujourd'hui, il n'y a pas de justice politique, Alors justement, mais il y a une politisation de la justice. Et je trouve qu'on devrait plutôt s'interroger qui a donné la possibilité, sans policiers, vous vous rendez compte? Alors qui qu'on en a besoin Alors partout. Monsieur Coquerel, Oui. pardonnez-moi, parce que si on écoute ce que vous avez dit la semaine dernière, toute la séquence, est-ce que vous avez vraiment l'impression, et c'est une question sans polémique, est-ce que vous avez vraiment l'impression que la justice française est aux ordres, que la police française est aux ordres et que les médias français sont tous aux ordres? Est-ce que c'est ça Alors, je vais vous vraiment répondre. Oui, je sais. la réalité? Voilà, comme ça, Répondez-moi. après, l'autre question, ça va être est-ce qu'on est complotiste? Je vais vous dire une chose, Non. très clairement. Non, mais attends, Mais je vais vous pourquoi vous répondre. voyez la polémique? Je vais Opération vous répondre. politique Je vais vous menée par répondre. l'Élysée, Je vais c'est vous une répondre. phrase de Jean-Luc Mélenchon. C'est Ah lui oui, qui en mais a ça, parlé. alors, Il parle ça- de police non, politique. Là, on est sur des suppositions. Mais oui, je pense qu'il y a une opération politique. Je vous le dis. Je pense qu'il y a une opération politique quand vous décidez. Je vous réponds. Léa. Quand vous décidez, vous me demandez si je pense qu'il y a derrière une opération politique. Je vous dis oui. Je vous dis oui parce que je crois que pour qu'à un moment donné, sur une enquête basée sur 3 fois rien, encore une fois, d'accord, c'est des faits que nous contestons, mais même les choses qui sont mises sur la table, c'est pas, il n'y a pas d'enrichissement personnel, il n'y a pas tout ça. Sur 3 fois rien, envoyer 100 policiers dans 17 endroits, ensuite auditionner 25 personnes pendant des heures et des heures, vu ce qui est mobilisé, je dis que ça ne peut pas venir, alors que la procureure elle-même explique qu'il n'y a pas de fait concordant grave pour aller plus loin, je dis que ça ne peut pas venir sans à un moment donné un aval politique. Et je pointe le problème, je vous le dis, c'est que, et d'ailleurs, on va certainement proposer des amendements en ce sens dans la loi justice qui va arriver. Il y a un problème dans ce pays, dans le déséquilibre qui a été fait au service du procureur. Vous savez, c'est pas nouveau. Nous, on le vit, on l'a vécu en tant que parti. Moi, ça fait des années que je me mobilise auprès de syndicalistes qui vivent le même genre de situation, qui pour manifester à certains moments, simplement manifester, se retrouvent en garde à vue 48 heures, avec des procureurs qui demandent des peines de prison ferme. Comme c'est arrivé à un étudiant de Nanterre, il y a encore quelques jours, 20 ans, qui s'est pris 6 mois de prison ferme pour une occupation d'un amphithéâtre la nuit. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec la manière, non pas la justice Mais avec un vous, grand J, députés, mais la manière dont l'image à que vous certains donnez de moments, ces le pouvoir... institutions, la justice et la police, aux citoyens, c'est une image Attendez, ravageuse. non, mais attendez, c'est une image ravageuse, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si elle est réelle, bien sûr que c'est ravageur, je suis d'accord avec vous. Mais si elle est réelle, comment vous traduisez autrement la situation? On n'est pas très loin de l'affaire Benalla, je vous rappelle, où on s'est quand même retrouvé avec un conseiller de l'Élysée en train d'aller faire le coup de poing contre des manifestants. Bon, donc oui, je pense possible, je vous le dis, qu'à partir de là, il y a une utilisation politique de la justice et notamment justement des tares qu'on a laissé s'installer avec la prédominance des procureurs qui ne sont même pas reconnus par la Cour européenne de justice comme des juges. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Beaucoup de questions au standard de France Inter. Sylviane, bonjour. Bonjour. Votre question pour Éric Coquerel. Dans la perspective des prochaines élections, tant européennes que les élections nationales futures, comment réaliser une vraie union de la gauche qui permettra seule de faire en sorte que l'extrême droite n'arrive pas au pouvoir? Et deuxième question, comment, entre guillemets, se débarrasser d'un leader de la France insoumise qui est totalement contre-productif à mon sens. J'en parle autour de moi. Quand on dit Mélenchon, maintenant, tout le monde rigole. Parce que franchement, il n'est plus crédible et il ne se comporte plus comme un véritable homme d'État. En plus, ses positions ne sont pas claires, par exemple sur l'Europe, sur la politique On va étrangère, laisser etc. Éric Coquerel vous répondre, Sylviane. On a beaucoup de questions dans ce sens, Ouais, vaste Éric question. Coquerel. Alors, Sylviane laisse toutes les positions qui ne sont pas claires, enfin bon, etc. Je pense qu'on a un programme. Non, mais le comportement de Oui, Jean-Luc Mélenchon d'accord. qui ne serait pas le comportement d'un homme d'État. Ah, c'est ça qu'elle a demandé ou c'est vous qui C'est la traduisez? deuxième question. D'accord, ben moi je pense que oui. C'est un comportement d'un homme d'État et c'est un comportement que pour ma part je respecte. Vous savez, je vais vous dire une chose. Nous sommes des militants engagés.
d'accord, depuis longtemps. Et nous, quand il y a quelque chose qu'on trouve injuste, qui nous insupporte, eh bien, nous n'avons pas l'habitude que les responsables de nos mouvements se mettent derrière. Jean-Luc Mélenchon, le jour, il ne s'est pas mis derrière. Quelque part, il a assumé toute la colère que nous avions, sans violence, contrairement à ce qui a été dit, mais il ne s'est pas mis derrière. Et Sylviane me disait, est-ce que ça peut être un chef d'État? Alors, vous savez, le Mélenchon qui, à un moment donné, que vous appréciez tous, qui réagit après, par exemple, des attentats terroristes, qui appelle juste à l'unité du pays, c'est le même aussi, c'est le même que celui qui a justement du caractère. On est dans une période extrêmement dangereuse. On a au contraire l'impression qu'il a deux visages. Trump préside les États-Unis. Laissez-moi répondre. Trump préside les États-Unis, l'extrême droite. L'Italie, 3e pays européen, est aux mains de l'extrême droite. Peut-être que le Brésil, en ayant envoyé Lula en justice, avec la même utilisation à un moment donné de la justice à des fins politiques, va se retrouver aux mains de l'extrême droite. On a les problèmes de climat dont on voit le côté absolument catastrophique. Des politiques qui partout développent les inégalités. Et moi, je vais vous dire une chose. Si à un moment donné, vous voulez faire face à ça, vous voulez justement transformer, parce que nous voulons transformer, nous ne sommes pas des notables, nous voulons transformer le monde, vous avez besoin de quelqu'un de caractère. Et moi, je pense que quelqu'un de caractère, c'est pas quelqu'un qui même est de mauvais caractère. Mais oui, à certains moments, il faut avoir un mauvais caractère. Il ne faut pas tout le temps passer sous la table, comme M. Hollande l'a fait, ou M. Macron est en train de le faire, comme Mme Merkel dit, on va continuer cette politique. Donc, vous voyez, je vous dis, oui, je pense qu'effectivement, je ne sais pas si c'est Jean-Luc qui se présentera en 2022, je pense qu'il le décidera aussi. Est-ce que la question se pose ensemble. Est-ce que la question c'est un homme d'État, je vais finir là-dessus, c'est un homme d'État de la hauteur de certains responsables politiques, je pense notamment à Jaurès, que vous appréciez tous maintenant, et qui à l'époque, pour les mêmes raisons, était insulté avec les mêmes genres de propos. Donc vous voyez, j'assume. Est-ce que la question du leadership se pose aujourd'hui à la France Insoumise? Non. Non, il ne se pose pas. Non. On a un groupe qui fonctionne bien, un président de groupe... on entend parfois certains exprimer une différence. Vous avez entendu une remarque là depuis une semaine? Aucune. Tout le monde. Oui, il y en a qui ne parlent pas. Ah bah peut-être, mais moi j'observe que tout le monde parle. Moi j'ai lu des communiqués de tout le monde, des interventions de tout le monde, d'accord. Et on entend moins Clémentine Autain, on va dire par exemple, ou François Ruffin. Eh bien vous vous trompez. François Ruffin est le premier à être intervenu mardi dernier avec un communiqué, et Clémentine a fait un communiqué le lendemain. Elle était présente d'ailleurs au siège. Donc n'inventez pas des divisions dans ce qui n'est pas. Je sais bien que France Insoumise, quelque part, ça fait plaisir. Il y a plein de gens à qui, je ne parle pas de vous, Léa, ça, mais au niveau politique, que quelque part nous ayons réussi finalement à émerger et même à faire en sorte qu'on ait levé l'hypothèque du Parti Socialiste comme vote utile. Monsieur Coquerel. Je ne parle pas de vous. On va retourner, d'accord. Mais on va retourner au standard. Il y a en termes de leadership, c'est-à-dire celui qui à un moment donné incarne le premier, qui est le premier à prendre des responsabilités, avec d'autres personnages qui sont quand même aussi importants, vous en conviendrez, oui, je pense qu'il n'y a pas de problème de leadership. Christian au standard. Bonjour Christian, votre question à Éric Coquerel. Oui, bonjour. Je reviens un peu sur les affaires, puisque j'ai remarqué qu'il y avait eu des perquisitions dans beaucoup de partis politiques. Il y a même eu des perquisitions à l'Élysée pour l'affaire Benalla, sur laquelle la France Insoumise n'a pas fait dans la dentelle, mais il y avait des perquisitions au Modem, au FN, un peu plus... autrefois, c'était avec les LR et le PS. C'est quand même monnaie courante. Alors pourquoi tout ce bruit autour des Insoumis? Éric Coquerel. Parce qu'elles ont été inédites. Justement, je voudrais dire à votre auditeur qu'il faut bien regarder les faits. Le Modem, par exemple, et le Front National partaient d'un signalement du Parlement européen, non pas d'un signalement d'une députée qui elle-même explique qu'en réalité, il s'agissait de faire un pied de nez à Jean-Luc Mélenchon. Bon. Eh bien, les perquisitions ont été faites dans le cadre d'une information judiciaire. Vous savez la différence entre une information judiciaire et une enquête préliminaire avec un procureur? C'est que, par exemple, vous avez le droit d'être assisté par un avocat tout de suite. Vous avez des droits de la défense qui sont reconnus. Et non, je le dis à votre auditeur, il est mal renseigné, ça ne s'est pas terminé avec 17 perquisitions au petit matin où vous n'êtes prévenu de rien pour des faits, encore une fois, qui sur la table sont des faits mineurs que nous contestons par ailleurs, mais même dans la justice le dira. Voilà. Et quant à monsieur Macron, je remarque une chose, c'est que ces comptes de campagne, ils ont été signalés de la même manière, par le même personnage. Vous avez eu une perquisition de La République En Marche sur la question des comptes de campagne? Bien sûr que non, il n'y a rien eu. En revanche, reconnaissez, Éric Coquerel, que ce sont Mediapart et la cellule d'investigation de Radio France qui ont fait les révélations à propos des ristournes des comptes de campagne d'Emmanuel Macron. Et pour ce qui concerne les journalistes de Radio France, ils continuent à travailler sur le sujet. Eh bien, bravo. Eh bien, vous remarquerez qu'il n'y a pas eu que la justice, le procureur de Paris, la différence, c'est qu'il s'est lavé les mains et qu'il n'a pas fait une nombre d'enquêtes, une nombre de perquisitions sur En Marche. Mais donc vous dites bravo aux journalistes de la cellule d'investigation de Radio France. Je ne suis pas ennemi des journalistes. Je dis qu'à un moment donné, j'attends un autre rôle de la part des médias que celui qui a été le leur, je trouve, par rapport à quelque chose qui était l'événement... De faire leur boulot. Non.
L'événement la semaine dernière, c'est pas de décortiquer pour savoir si le sous-titrage ou un clip mis en ligne, c'est 250 € au lieu de 200 € ou je ne sais quoi. L'événement la semaine dernière, d'accord, c'est le fait que nous avons eu affaire à un dispositif policier et judiciaire qui est inédit dans ce pays, et je continue à demander pourquoi nous avons eu droit à ça. Voilà. Dans un cadre mondial, vous avez vu, j'ai parlé de Lula tout à l'heure, d'accord, dans un cadre mondial où on s'aperçoit quand même que de plus en plus, ceux qui représentent comme nous l'alternative par rapport à un système ont souvent des ennuis avec la justice qui sont soit disproportionnés, soit complètement inventés, comme le cas de Lula, ou il n'y a pas longtemps, M. Iglesias en Espagne. On va en rester sur ce point d'interrogation et cette question que vous posez, Éric Coquerel. Merci d'avoir été notre invité ce matin.